Ça y est, il est là. Tu l'as attendu, hein. T'en as pris des coups ces 5 derniers mois. Un Noël cloîtré dans ton petit appart à cause du Covid, un mois de mars aux allures de guerre mondiale, l'élimination de tous les clubs français en Ligue des Champions, la non-convocation de Benjamin Bourigeaud en équipe de France. Et puis toi mon petit bonhomme, depuis 5 mois qui t'agites dans le froid entre tes peines et les leurs, tes petites tristesses et les grands drames. Mais arrête de bouger, bordel, arrête, calme-toi, détends-toi, il est là. Tu t'es réveillé le week-end dernier, la bouche pâteuse, les cheveux qui poussent vers l'intérieur et la place à côté de toi honteusement toujours vide. Mais pourtant t'avais ce petit truc en plus. J'irai pas jusqu'à dire que t'es un peu con, mais on va dire que pour un humain, ton fonctionnement est assez basique. Et là, ce rayon de soleil qui traverse les persiennes, cette promesse qui te caresse la joue, c'est le printemps mon pote. Et toi ça te suffit. Oh bah oui, et t'as raison, moi aussi ça me va bien. Mais toi, tu te remets à y croire parce que la vie dégueulasse, elle est quand même un peu plus douce au soleil. Et ces oiseaux qui chantent, t'as même de l'eau à portée de main, t'as même oublié la trêve internationale, t'es même content d'être seul dans ton lit. C'est le printemps et ça veut dire plein de choses, toutes ces choses qu'on aime, qu'on met dans des bios Tinder ou dans la case loisirs de son CV. Ça veut dire les amis déjà, un peu plus, un peu moins seul sous un plaid, un peu plus souvent à rire et à oublier. Ça veut dire les foot improvisés, ça veut dire les barbecues avec parfois un match en fond, si seulement la Coupe du Monde arrivait. Mais allez, t'as aussi envie de les oublier les Qataris. On les oublie plus facilement au printemps qu'en hiver, on les voit rarement en Europe au printemps aussi. Ça veut dire que tu seras plus heureux, que tu vas arrêter de broyer du noir parce que les jours sont longs, les choses sont possibles. On espère une belle fin de saison de foot, qu'un sprint final raté ne vienne pas tout gâcher, puis aborder l'été sereinement. La perspective d'une nouvelle saison, les infotransferts en continu au boulot, la Coupe du Monde et son lot d'espoir qui arrive. Alors maintenant détends-toi. Sors-moi ton transat, profite du soleil. Tu veux que je te serve une petite limonade ou une bière? Mais oui, maintenant qu'il fait beau, on peut boire avant midi. Tiens, mets-toi à l'aise. Prends un bouquin. Pourquoi pas celui-ci? Tiens, La République du foot de Clément Perniat et Jean-Baptiste Guégan aux éditions Amphora. Tu vas voir, c'est génial. Allez, on se détend. C'est le printemps, la saison qui nous rappelle que rien n'est bien grave, que la vie c'est juste avancer à son rythme, tranquillement. Tomber parfois, mais on continue. On n'a rien d'autre à foutre de toute façon, alors autant aller voir ce qu'il y a un peu plus loin. Et puis c'est quand même plus sympa quand il y a du soleil. Et puis c'est quand même plus sympa quand on est bien entouré. Bienvenue à tous, bienvenue à toi Printemps, bienvenue à vous les gars, vous qui m'entourez si bien. Bon, je tiens à préciser que JB Guégan ne m'a glissé aucun billet, cette petite pub était spontanée et allez le lire, c'est vraiment bien, c'est pas que je ne suis pas qu'une pute à pub, c'est intéressant en plus avec la petite échéance électorale qui arrive. Et pour la première fois les gars, depuis 2022, nous sommes tous ensemble. Incroyable. J'ai noté ça, c'est exceptionnel. Ouais. Justement à ma droite avec moi, enfin je le revois, je le retouche. On remercie très chaleureusement l'EHPAD de Fontainebleau de lui avoir donné une permission de sortie exceptionnelle. Il revient en même temps que le printemps et les beaux jours, c'est un signe. Ça va Alex? Ouais, très bien, mais du coup on a que 30 minutes pour enregistrer parce que j'ai le camion qui m'attend devant. Et vous étonnez pas s'il y a des mecs en blanc qui rentrent à tout moment. Camion Corian ou Orpea? Alors là, j'espère que. On Tu est sais, sur un j'ai débat de Alzheimer puriste. du coup avec la vieillesse, donc j'espère juste que c'est pas Orpea quoi. On est sur un bon débat de puristes. À ma gauche, avec moi, le fils spirituel de Giroud et Steven Gerrard. Le mélange aurait pu être très bizarre physiquement, mais au final, ça donne juste un goût prononcé pour le Chablis et une vraie science tactique. Ça va, Flo? Ça aurait été très beau de voir Steven Gerrard sur le terrain avec un bonnet de Giroud. Mais la scène me réjouit. Ça aurait été Mais intéressant. écoute, non, ravi. Gerrard a remarqué à Anfield ce week-end sur un match de légende. Enfin, des légendes, hein, parce que les matchs n'avaient rien de légendaire. Mais du coup, c'était très cool de le revoir en Anfield. C'est bien Flo qui nous disait récemment, ouais, je regarde plus du tout de foot, etc. Il y a un match de légende à Anfield avec des vieux de Liverpool. Ouais, pris par le taf, j'ai rien etc. regardé, j'ai juste vu son penalty. Et en dernier, en face de moi, j'ai ouvert le printemps chez lui avec un petit barbecue. Il était pas au courant du printemps, lui il célébrait juste la non-sélection de Léo Dubois. Val, ça va? Eh oui, la non-sélection. Mais j'ai cru que j'allais prendre un coup de karma à un moment avec cette histoire parce que quand Pavard, on voit qu'il est pas sélectionné et que Pavard a le Covid, je commence Le à retour. paniquer un petit peu et là il prend qui? Il prend Saliba. Klose. Non, Saliba qui Ah sort de oui, c'est nulle part Saliba après qui est- parce que ouais, qui est- quand Pavard est absent, il prend Saliba après. Mais bon, très content de Ce cette qui veut aussi dire non-sélection. qu'a priori, il compte plus sur Pavard pour le couloir droit, ce qui est pas complètement. Dans une mauvaise défense à 3 nouvelle non plus. Ça va peut-être te Euh, laisser de l'espoir à Malo Gusto. T'as eu une passe D de l'espace quand même avec Dubois là. Je ne veux pas t'entendre. Bon allez, la petite question bistrot quotidienne. Vous avez remarqué les gars qu'après Porto, donc on s'attaque aux Hammers, comme par hasard 2 adversaires de Lyon en Ligue des Champions. Donc je dis pas que Val étudie les adversaires à l'avance, mais on est quand même pas loin. Donc je vais poser une question à vous trois, mais c'est évidemment la réponse de Val qu'on attend. Est-ce que l'OL peut sauver sa saison avec l'Europa League, ou cette saison est quoi qu'il arrive très décevante? Et si oui, si ils peuvent la sauver avec l'Europa League, est-ce que ça veut dire seulement s'ils la gagnent? Ou est-ce que s'ils font une finale, c'est déjà pas mal comme saison? Alors, à part une finale, parce que même s'il la perd en finale, il y a un côté épopée qui forcément fera qu'on a un peu l'impression de réussir la saison.
À moins de faire une finale, et je vois pas l'OL faire une finale, la saison sera ratée. Par contre, je pense que l'OL peut aller jusqu'en demi. Avoir les adversaires, avoir le chemin. Mais je les vois clairement favoris à mes yeux contre West Ham. Enfin, favoris. Pas favoris, mais je les vois passer en tout cas contre West Ham. Il veut parler à la fin. Il veut parler à la fin. Je veux savoir quand est-ce que je peux prendre la parole. Le mot du sage. Non, moi je suis assez d'accord avec Flo. Je pense que sur le papier, West Ham reste favori, vu la saison qu'ils font et l'équipe et la cohérence du collectif. Il n'empêche que Lyon nous a habitués à sortir des matchs de l'espace quand on s'y attendait pas du tout. Et à moins que vraiment le moral soit horrible et que le groupe soit complètement atteint, je les vois quand même faire un truc contre West Ham. Après, je pense que c'est la limite, quoi. Il y a trop de grosses équipes pour aller plus loin. Je pense que compte tenu du tirage au sort et donc le Barça qui se profile en cas de demi-finale, si on considère que on va considérer que Lyon est quand même assez inférieur au Barça. Si on arrive en demi-finale et qu'on est éliminé par le Barça, on pourra considérer que c'est une bonne saison en Europa League, mais je pense que ça n'occultera pas cette saison absolument catastrophique. Donc, du coup, pour toi, le bilan global, il est, si tu te fais virer en demi, le bilan global, il est que la saison de ton club est mauvaise. Il est très mitigé. Après, je pense qu'il y a quand même des trucs sur lesquels construire pour la saison prochaine. Quand on voit, c'est un truc à la con, mais quand on voit juste la différence entre le nombre d'expected goals et le nombre de vrais buts marqués, a priori, il y a quand même un chantier sur lequel il faut bien travailler. Et après ça, si tu arrives à être performant sur ce chantier-là, tu peux espérer quelque chose de très intéressant l'année prochaine avec Peter Bosch. Ok. Bon, si vous voulez mon avis, a priori, je pense que s'il gagne pas l'Europa League, on sera quand même sur une bonne saison bien pourrie. Oui. Mais oui, on est un peu d'accord avec ça quand même. Allez, du coup, on enchaîne sur un club qui va décider du parcours futur de Lyon en Ligue Europa. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des clubs les plus emblématiques de Londres, popularisé par le film Hooligans pour certains de notre génération. Des supporters qui souffrent dans des bulles dans le stade olympique de Londres, des nouveaux propriétaires, mais une recette vieille comme le monde. Vous me prenez des joueurs connus de tous en première ligue, je vous mets du Antonio, je vous mets du Rice, je vous mets du Bowen ou du Fabianski, une pincée de Benrahma et de Fornals pour les épices, le tout mouliné par un David Moyes, vieux comme le monde. Rien de nouveau donc, mais cette année ça marche pas mal. Sans crever l'écran, les Hammers se sont plutôt agréables à regarder pour ceux qui ont déjà maté leur match. Ils sont en quart d'Europa League contre Lyon du coup. Ils sont 7ème de Première Ligue à 6 points du top 4. On décrypte tout ça, on essaye de vous expliquer un petit peu la réussite du club du nord de Londres cette année. Moi pour commencer les gars, et pour mettre un peu tout le monde dans le bain et qu'on se ressente, j'aimerais bien faire un petit rappel historique de ce que West Ham représente dans le foot anglais. West Ham, c'est un club qui est fondé en 1895, donc comme beaucoup de clubs anglais, c'est un club historique, tu l'as dit, c'est un club du nord-est du Grand Londres, c'est-à-dire qu'on est loin du centre-ville, mais on reste quand même dans la capitale britannique. Mais tu le disais, c'est surtout un club historique en Angleterre. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est un club historique en Angleterre et à Londres, et pour autant c'est un club qui n'a jamais été champion d'Angleterre, même avant la création de la Première Ligue, c'est-à-dire qu'on parle pas que depuis 92, c'est un club qui n'a jamais été champion. Ils ont une coupe des vainqueurs de coupe qui a été gagnée dans les années 60, et d'ailleurs ces années 60 c'est un peu la période dorée de West Ham. Ils vont remporter cette coupe des vainqueurs des coupes en 65, une cup en 64, et derrière ça va poursuivre jusqu'aux années 70-80 où le club aussi entre D1 et D2, mais ils vont gagner 3 cups dont 2 en 75 et en 80. Ces dernières années, il y a eu des hauts et des bas dans les années 80-90. Le club est bien remonté, il y a eu un coach un peu emblématique de West Ham, c'est Harry Redknapp. Dans la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu ce film Hooligan qui a pas mal popularisé, notamment avec la grosse rivalité avec Chelsea, mais surtout avec Millwall. Qu'on voit beaucoup dans le film. Ce film-là, tu penses qu'il a popularisé les petits Frenchies comme nous, etc. Ou en Angleterre, il a eu un peu de... En Angleterre, il a eu un impact incroyable, mais West Ham était déjà un club historique en Angleterre, un club assez référencé. Donc il a permis d'amplifier ça en Angleterre et de faire connaître West Ham via le film à travers d'autres pays. Parce que c'est pas un club qu'on a régulièrement vu en Coupe d'Europe. Par contre, West Ham, historiquement, mais aussi depuis les années 2000, c'est beaucoup spécialisé dans la formation de jeunes joueurs ou dans le développement de jeunes joueurs achetés. On a pu penser à un Carlos Tevez à un moment, ou à un Mascherano. C'est des joueurs qui sont passés par là. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui avec Declan Rice, c'est un club qui est très formateur et qui lance beaucoup de jeunes. Pour compléter ce que dit Flo, c'est une vraie académie. Il y a notamment Frank Lampard et Rio Ferdinand qui sont sortis de ce club. Il a cité Mascherano, on peut aussi citer Craig Bellamy. Et au final, c'est un club qui a beaucoup fait le yo-yo,
qui s'est jamais vraiment installé dans la continuité en Première Ligue et avant ça en D1, parce que je vous rappelle que la Première Ligue a commencé en 92. Et en fait, ils ont un peu fait le tour de tous les entraîneurs qu'il y a dans le foot anglais et qu'on aime détester maintenant. Flo, t'as cité Redknapp, mais on peut Sam citer Allardyce. Big Sam, Sam Allardyce. Et Sean, il est passé par là. non, Roy Hodgson, ils ont été épargnés, mais c'est une gestion tranquille, quoi. Un club qui vivote un peu, ventre mou en Première Ligue, descente l'année suivante. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'ils enfin, après c'est que mon avis, mais tu vois, sur les 10 dernières années, j'ai l'impression que West Ham, tu sais à chaque fois pas à quoi t'en tenir. Des fois c'est sexy Non, sur mais le c'est- papier, Ouais, ils jouent le complètement. relais, ils jouent le Mais maintien. typiquement, tu Et vois, des fois c'est moins sexy, par exemple comme cette année, ils vont jouer l'Europe. ils ont eu, je crois, 3 qualifications et une victoire en Coupe des Coupes, en vainqueur de Coupe des Coupes d'Europe. Mais c'est la première fois qu'ils accèdent à l'Europa League ou à une compétition européenne grâce à leur classement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils se sont qualifiés parce qu'ils avaient gagné la FA Cup. En fait, ils sont jamais très performants au championnat, sauf ces 2 dernières années, d'où l'intérêt de. Souvent, ouais, ça te choque pas mal. Mais ça, c'est un vrai paradoxe, parce que c'est ce que disent Flo et Alex depuis tout à l'heure, c'est que c'est quand même un club qui est ancré dans l'histoire du foot anglais, qui est un club historique, mais qui n'a jamais réussi à trouver une certaine régularité, que ce soit il y a 100 ans, ou alors peut-être un petit peu plus dernièrement, peut-être que les néo-fans de Première Ligue ne connaissent peut-être un petit peu moins le glorier, le passé un petit peu compliqué de West Ham, mais parce que c'est vrai que ces dernières années, ils ont quand même réussi à... Enfin, depuis la création de la Première Ligue, je crois qu'ils sont redescendus que 2 fois. Et assez récemment, c'est 2010, je crois. 2010-2011, mais à chaque fois, ils remontent directement. C'est vraiment un club qui fait vraiment le yo-yo, et c'est ça qui est paradoxal. Et par contre, pour revenir sur les entraîneurs, moi, je suis pas complètement d'accord avec toi. Alors, sur ces dernières années, c'est à peu vrai ce que tu disais, notamment depuis la création de la Première Ligue. Mais donc, c'est un club qui a été créé en 1895. 1895, ouais. Et jusqu'en 2001, donc jusqu'au départ de Harry Redknapp, je crois Il qu'il y y avait avait eu que 2 coachs. Bah, parce non, qu'Harry non, mais 8. Il y en avait que 8. parce qu'Harry Redknapp Ouais. est resté Attends, les- entre 95 et 2000, il y a eu 8 coachs. Ouais, ouais, 1895 il y a- et 2000, 1895 Ouais. et 2001. C'est-à-dire qu'en 106 ans, ils ont eu que 8 coachs. Ah ouais. Avec ça, une c'est anecdote, complètement délirant. une anecdote assez incroyable de Sid Kidd, qui est le premier entraîneur officiel du club et qui, en 1933, après une relégation et des graves problèmes de dépression, se suicide. Voilà, c'était pour vous Ça faisait donner 40 piges qu'il était une là. petite ambiance. Bah, de 95 à 33, Ok. quoi. Ok, ouais, ça c'est étonnant, c'est complètement très marrant. Bon, Justement- par contre, depuis, ils ont bien rattrapé parce que du coup, Ouais, ça depuis, il y a eu, enchaîne un il y a peu, eu là, 10 c'est coachs méchant. depuis 2001. Ouais, ouais, Donc, ça, un ça, petit peu là, moins ça, de- là, ça on voit bien. Dans Les gars, ce on va club-là. on reparlera du jeu et des joueurs un peu après. Comme ça, on va commencer directement par vraiment le système de ce club, parce qu'il y a quand même des propriétaires qui sont intéressants. Oh, oui. Ce serait bien. Comment ça? À quel niveau, Jules? Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Au niveau de tout ce qui est gazoduc. Ah ouais. Non, c'est marrant, je pense à autre tu veux chose, moi. commencer par les gazoducs avant de parler du Oui, porno? oui, oui. Non mais voilà, on a des propriétaires qui investissent dans de belles industries. Non mais ils ont des profils assez intéressants, et ce serait bien qu'on en parle un petit peu et qu'on voit comment est géré ce club-là. Ouais, bah effectivement, alors déjà le club, il y a 2 propriétaires un peu historiques depuis les années 2000, c'est les GS, c'est-à-dire David Gold et David Sullivan, qui sont 2 Début des années propriétaires 2010. si j'ai pas de depuis j'ai dit des années 2000, Ouais. non début des années 2010, qui sont 2 propriétaires anglais qui se partagent le club, avec aussi Karen Brady qui est la vice-présidente, et c'est une... Alors effectivement, nous on a ce côté un peu sexy de ce côté West Ham, parce qu'il y a des joueurs assez sympas, mais par contre la gestion du club était un peu historiquement raillée par les autres supporters, et très décriée en interne, notamment par les supporters de West Ham. Il y a eu depuis des années, il y a une sorte de campagne qui est la GSB Out. C'est pas du tout pour mettre dehors une nouvelle drogue. C'est vraiment pour mettre dehors les initiales des trois propriétaires les plus importants du club, parce qu'il y a une gestion catastrophique. On parlera un petit peu plus tard de Emma Benton Hughes, aka Eva Vorley, qui était donc une actrice porno. Mais juste par exemple, donc elle est au club en tant que directrice générale parce qu'elle est la femme de David Sullivan, qui est donc l'un des 2 gros propriétaires. Qui a aussi mis son frère. Qui a aussi mis et qui ont aussi et mis son leurs 2 fils. fils dans l'organigramme du club. Donc la on est cool. sur un club qui est On effectivement... peut revenir un peu là-dessus, parce que là je trouve qu'on va passer un peu vite. Donc, pour résumer, on a quand même le propriétaire d'un club qui est marié à une actrice porno, Une et qui ancienne la met actrice directrice porno. générale d'un club aussi gros que West Ham. Et ils ont eu des enfants ensemble qu'ils ont mis dans l'organigramme. Oui, Voilà. ah Et il oui, faut- bah ça ils ont le droit d'avoir des enfants ensemble, mais après de les mettre dans l'organigramme. Il faut préciser que ça sort pas de nulle part, c'est-à-dire que ce David Sullivan a fait fortune
en investissant énormément dans l'industrie du porno. Voilà. À la base, je crois que c'était des bouquins, et après, c'est parti faire des trucs Et de photos. avant, Et après, là, c'est parti dans des sociétés de production de films C'est pornographiques. peut-être pour ça que la saison de Payet à West Ham était un vrai film de boule. Oh oui, super. Non, allez, elle est faite, on en parle plus. il avait également le club de Birmingham et deux journaux britanniques. Et en fait, il s'est pas débarrassé, mais il a revendu Birmingham pour le succès qu'on a connu de ce club, et il est arrivé à West Ham. Donc en fait, on est sur deux dirigeants qui, en soi, tu te dis pas, ça y est, ils sont là, ça va marcher. Ouais, quoi. ils viennent C'est un peu pas... de nulle part et ils placent un peu leur. Enfin, ils font du bon pantouflage avec leur famille. Et même Un peu sur les Cayazo Romeyer du nord de Londres. Ouais. Ou les Ouais, un Qui peu, eux aussi un ont peu, ouais. un peu un côté. Un peu, et, pénis, il y a un thème. Et même dans les années très récentes, hein, il y a eu des investissements pas louches en termes de régularité, mais louches en termes de choix de joueurs. Je crois que c'est il y a 2 ans où ils ont déboursé près de 100 millions pour une saison où ils finissent à la 17e ou à la 15e place. Ouais, Enfin, ils ont fait plein de coups comme ça qui sont un peu plantés. West Ham, c'est pas l'équipe sur laquelle tu as envie de miser au début de la saison en te disant ils vont poser problème aux grosses écuries en première ligue. Chaque année, j'y crois parce qu'ils font des mercato un peu sexy sur le papier, je me plante. Ce qui est paradoxal quand même, c'est que ces deux propriétaires, donc t'as dit David, je sais pas si t'as cité l'autre David, c'est David Sullivan, David donc, Sullivan et David Gold. et David Gold. Ils sont arrivés donc quand ils arrivent en 2011, il y a quand même tout un espèce de discours qui est fait, parce que c'est quand même David Gold est un vrai mec de West Ham, enfin du quartier de West Ham à la base, qui a joué avec les équipes de jeunes, etc. Donc quand ils arrivent, il y a quand même une espèce de hype qui se passe autour de ces deux nouveaux propriétaires. C'est très bizarre parce que t'as un mec qui vient pas du tout de cette industrie-là, qui s'associe en fait avec un autre qui est complètement du sérail. Oui, exactement. Bah un peu Cayazo Romeyer, hein. Ça ressemble un peu à ça. Ouais. Hein. Mais voilà, donc quand ils arrivent, il y a une espèce de satisfaction autour du discours qui est porté, parce que il est revendiqué un véritable amour du club et puis un véritable ancrage aussi territorial. Donc forcément, c'est quelque chose qui plaît aux supporters. Quand on voit la direction qu'ils prennent, notamment en 2016, en termes de changement de stade, etc., c'est quelque chose qui a été un petit peu critiqué, un petit peu, beaucoup même. Ah ouais, très critiqué. Et pas mal remis en question. Donc les supporters sont pas forcément fans de ces deux proprios historiques, mais là on a un nouveau mec intéressant qui arrive pour mettre de l'argent dans ce club qu'on connaît bien en France et qui compte à terme reprendre tout West Ham. Ouais, l'idée c'est vraiment toujours de nouveaux dirigeants, nouveaux propriétaires, mais rester dans une ligne directrice, c'est la compétence et l'éthique. Donc en novembre 2021, il y a le Tchèque Daniel Kretinsky qui a un nom qui porte très bien, ou je sais pas son nom, mais qui a racheté 27% des parts du club et qui surtout a une clause d'achat pour prendre dans la totalité du club. Bon, lui il a une fortune personnelle établie à peu près 3,54 milliards d'euros. Il a fait fortune surtout dans l'énergie. Donc il y a certaines proximités avec des oligarques russes parce qu'il est dans les gazoducs. Donc et les centrales de charbon. Et les centrales de charbon. Donc on veut dire que lui en ce moment il doit être en train de se régaler. Après il investit dans les médias. En France il est très implanté dans les médias. Il a racheté des parts à Mathieu Pigasse du Monde, mais il est surtout propriétaire de Elle, Télé 7 jours, Public. Bah oui, il a racheté la moitié du portefeuille de Lagardère. Exactement, dans les médias. Et au-delà de ça, par contre, dans le foot, à la base, c'est plus un mec qui est fan de basket, mais il a racheté le Sparta Prague en 2004. Et depuis, le Sparta Prague, c'est grosso modo un fiasco sportif. Flo a très bien expliqué c'est un mec qui pèse 4 milliards de dollars selon Forbes. Il est juriste. Et son objectif à terme, c'est d'avoir la main mise sur West Ham. Et il faut avoir conscience que ça ferait basculer West Ham dans une nouvelle dimension. Parce qu'un investisseur qui a 4 milliards de dollars, ça peut jouer un peu au niveau du recrutement. Lui, il se défend d'être un proche de Vladimir Poutine. Il dit « Je suis né dans un système totalitaire. Je trouve triste qu'on dise que je suis un agent russe. Il n'y a aucune raison d'avancer cela et ça me touche personnellement. » Il est spécialisé dans le transport du gaz russe. On en pensera ce qu'on veut. Et si je vois un contrat comme ça, c'est que t'as 2-3 potes. Ouais, et puis accessoirement, il se défend d'être un proche de Poutine. Il n'y a pas de preuves tangibles qui montrent l'inverse. Il n'y a pas de preuves tangibles qui montrent qu'il l'est. Mais quand il est arrivé à West Ham, sa première interview, il l'a donné à un média qu'à partir d'oligarques russes. Donc, juste si on résume un peu, du coup, là, sur les proprios, on a. J'ai hâte d'entendre ton résumé. On a un producteur de porno avec sa femme ancienne actrice. Oui. Avec un mec du Sérail qui a joué dans les équipes jeunes, qui ont placé toute leur famille. Et là, on a derrière ça un pote de Poutine qui arrive là-dedans et qui a eu un fiasco au Sparta Prague. Et donc les supporters de West Ham sont censés être très inquiets, mais eux, c'est entre guillemets que les propriétaires. Est-ce qu'on connaît ceux qui dirigent le club? On est dans un club anglais et donc plus ou moins c'est le manager qui est omnipotent. Et donc on sait pas trop qui dirige la direction sportive de ce club-là. A priori, en ce moment, c'est plutôt David Moyes qui vient de revenir au club, qui avait déjà fait un passage dans ce club là. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur David Moyes qui, moi je fais une petite aparté là-dessus,
qui est mon énigme du football. C'est-à-dire que moi, très souvent, t'as soit des entraîneurs, ils sont plus ou moins rincés, mais tu sais qu'ils vont faire des petits clubs à droite à gauche, ça va jamais trop bien marcher. Soit t'as des mecs qui ont des projets de jeu cohérents et donc ça marche quand même plus ou moins concrètement. Lui, il a fait des plantades intersidérales. À côté de ça, il a fait des projets de jeu, je pense à la Sociedad, à Everton, où c'était génial à regarder. Ça s'est pas si bien passé à la Real. Ouais. Moi quand je l'ai regardé jouer, je pense que j'ai regardé au bon moment peut-être, mais quand je regardais jouer en tout cas c'était très bien. Ce que je veux dire c'est qu'il arrive parfois à avoir des très très bons résultats, à d'autres moments il se plante complet, donc c'est quand même un petit peu un mystère dans le foot. Bah, je pense que on pense tous à Manchester United, qui était en fait le job pourri par excellence, succédé à Ferguson avec une équipe vieillissante. Et finalement, moi je suis complètement d'accord avec toi parce qu'il sort de United, il va à la Real, c'est pas une réussite parce qu'il arrive en novembre, il part en novembre de l'année d'après. Et donc mauvais souvenir, il se fait virer. Et finalement, je me dis mais en fait ce club de West Ham et ce coach là, je me dis mais c'est deux arnaques, tu vois. C'est typiquement le club anglais où ça recrute des joueurs français à Payet, je crois qu'il l'avait pris à 35 millions. Alors il fait une saison de fou, ou c'était peut-être moins, mais il fait une saison de fou. Mais derrière, tu te dis en fait, c'est le bon client, tu vois. C'est le club anglais, bon client, qui va claquer son oseille un peu n'importe comment, qui est capricieux, qui réfléchit pas et qui prend un coach qui a été génial à Everton. À Manchester, s'est cassé la gueule. À la Real Sociedad, n'a pas confirmé. Et là, tu te dis, mais pourquoi vous misez sur lui en fait? Alors, il les sort du maintien une fois, il les sauve, il leur permet de se maintenir une fois. Faut savoir, juste pour petite précision, que c'est Bilic, qui est un ancien défenseur de West Ham, qui est au club en 2015 et que. Ça se passe mal, il y a une première pige de David Moyes qui les maintient et qui reste 6 mois. Il est pas confirmé, je crois que c'est du coup... il est pas prolongé alors qu'il maintient le club. Et il plante Sunderland juste après, je crois. Ouais, mais en fait, Non, il y a une sorte de continuité. Il y a une sorte de continuité dans sa carrière, du début à la fin. À part Manchester, c'est qu'il arrive quasiment à chaque fois en tant que pompier de service. Sa première expérience de coach, il a 30 ans, il joue en D3 anglaise à Preston. Preston est au bord de la relégation, on est en 98. Et il va finalement être nommé coach alors qu'il est joueur, donc il continue un peu en tant qu'entraîneur-joueur, puis complètement coach. Il maintient le club alors que c'était inespéré en D3. Ensuite, au bout de 2 saisons, il va les faire monter en D2. Il va même jouer les playoffs pour intégrer la première ligue. Et à ce moment-là, Everton le repère parce que Everton doit se sauver en première ligue. Donc il arrive à Everton, encore une fois il a un projet, il doit sauver un club, il s'installe sur la durée et en fait partout où il arrive c'est à chaque fois la même chose. À Sunderland il était là pour sauver le club, ça n'a pas marché. À West Ham son premier passage il est arrivé, il a été là pour sauver le club, il l'a fait. Et à la Real Sociedad c'est difficile de dire que c'est un complet échec, oui il fait qu'un an il se fait virer, mais lui il arrive en novembre sa première saison parce que le club est premier relégable et il va réussir à maintenir le club. Sa deuxième saison est plus compliquée, mais il a toujours ce côté où il arrive un petit peu dans un club et il faut que tout de suite il ait des résultats pour sauver le club. Je pense que c'est pour mettre un petit peu d'eau dans son vin, je pense que c'est un espèce de paradoxe chez David Moyes, c'est-à-dire que c'est un entraîneur qui a débuté sa carrière et qui a d'ailleurs fait toute sa carrière de joueur aussi dans les années 90-80 en tant que joueur, et après en tant qu'entraîneur, je pense que il a peut-être aussi bénéficié à un moment d'une première ligue, alors peut-être beaucoup moins axé sur la tactique, peut-être beaucoup plus axé sur les individualités au début des années 2000 où c'était beaucoup plus axé sur le kick and rush, et je pense que le moment où il a voulu après ses très bons résultats avec Everton, parce qu'il est quand même resté 11 ans à Everton, ce qui est quand même quelque chose. Et son Everton était vraiment pas mal. Était vraiment pas mal. Il fait une finale de Cup en 2009 aussi. Et je pense que le moment où il doit peut-être passer un niveau, passer un cran, arrive ce mauvais choix à Manchester United. Et ensuite, je pense qu'il a pas su prendre le tournant de cette espèce de football des années 2010 qu'on a vécu avec l'avènement de Guardiola, avec l'avènement de Klopp, etc. Mais aujourd'hui, si on doit par rapport à ce qu'il fait depuis 1 an et demi à West Ham, je me pose la question de savoir si c'est pas un entraîneur qui s'est peut-être aussi un peu remis en question. Je pense. Je sais pas, parce que j'ai pas non plus regardé tous les matchs de West Ham depuis 2 ans, mais je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à se remettre en question et qui a réussi à comprendre ce que c'était les préceptes de jeu du football moderne. Et voilà, peut-être que c'est un petit point positif. Je trouve que ça fait une très belle transition sur ce que je voulais aller. Et en fait, je pense que je suis pas certain qu'il soit tant remis en question que ça. Moi, je pense qu'il a un groupe qui l'écoute. Parce que je trouve qu'aujourd'hui son West Ham ressemble beaucoup à David Moyes, que c'est une équipe qui joue énormément à l'énergie, à l'intensité, etc. C'est pas du génie tactique quand tu regardes West Ham. On laisse le ballon, on est beaucoup dans l'intensité, dans le contact, dans le contre, etc. Son Everton ressemblait déjà un peu à ça en termes de système, et donc du coup je pense qu'il est tombé sur le bon groupe avec les bons joueurs. On parlera un peu des joueurs après, il y a pas mal de revanchards et de joueurs de première ligue, mais je pense que
si on devait parler aujourd'hui du jeu de Moyes et du jeu de West Ham, ce serait un petit peu ça, Flo. En fait, c'est la première fois là, à West Ham, son deuxième passage depuis 2019, où on lui laisse le temps. Où il est pas, quand il arrive dans l'urgence de se maintenir, et ensuite ça galère un peu. Là, on lui laisse du temps. Il était arrivé à Everton en 2002, il maintient le club, on lui laisse du temps, il reste 11 ans. Il construit un club, au-delà de l'aspect tactique, il construit un club qui stabilise dans le top 10, voire le top 7, c'est-à-dire le premier derrière les gros. C'est juste un mec sur ses années à Everton, il est élu 3 fois coach de l'année de Première Ligue. Ouais. Et il va faire sa force. Et honnêtement, il fait sortir des joueurs qui sont sortis qu'à Everton. Ce qu'il est en train de faire à West Ham là, des mecs qui ont plus ou moins rien à faire, où il en tire la quintessence. Est-ce qu'il y a des mecs à Everton qui sortent à l'époque? On peut se souvenir d'un Leighton Baines, on peut se souvenir d'un Steven Pienaar, l'ailier sud-africain. On peut se souvenir d'un Sylvain Distin qui était arrivé un peu sur la pointe des pieds en fin de carrière. Ouais, même si t'en reparles aujourd'hui, un Schneiderlin, un Fellaini, ils n'ont jamais été aussi bons qu'à Everton sous ses ordres. Exactement. Et donc lui, il a réussi à mettre ça en place. Il finit plusieurs fois au pied du podium. Je crois qu'il y a même une fois où il finit 4ème. Malheureusement pour lui, c'est la saison où je crois que Chelsea finit 4ème et gagne la Ligue des Champions, donc il peut pas accéder à la Ligue des Champions. Mais il maintient un club qui n'avait quasiment plus aucune ambition dans le top 8 anglais. Pour revenir au jeu de Moyes, notamment celui qu'il développe avec West Ham, et comme je te dis, moi c'est mon sentiment, mais j'ai pas vu jouer toutes les équipes de Moyes à fond, mais il me semble que ça ressemble beaucoup à son style de jeu en général. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une équipe, et ça a toujours été, très rigoureuse défensivement, qui jouait essentiellement en contre-attaque, qui a presque un quasi-refus de la possession. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont donc 7ème ou 6ème au classement de Première Ligue, ils sont 13ème en termes de possession. Ils ont moins de 47% de possession de balle. Et très peu de passes. Moi j'ai vu très peu de passes. Il y a un trade d'un mec sur Twitter qui s'appelle Julinho, qui est un supporter lyonnais, qui a fait un trade en amont du match face à Lyon. Et il donnait des quelques statistiques qui étaient marrantes, mais très peu de passes. Mais je crois que par contre, c'est une des équipes qui sentent le plus. Donc c'est un jeu très vertical. 3ème équipe de Première Ligue en termes de centre. Voilà, un jeu très très vertical pour aller rapidement vers l'avant et passer notamment beaucoup sur les ailes. Mais bon bref, au-delà de l'aspect tactique, je pense qu'on vous mettra le trade dans notre annonce d'émission. Je te redonne la parole juste après, mais ce qui est juste pour rien, ce que disait Flo, c'est beaucoup les caractéristiques des entraîneurs pompiers de service. En fait, on stabilise la défense, on joue direct, on laisse la balle à l'adversaire. Forcément. Et donc bref, tout ça pour dire qu'on vous laissera le trade un peu tactique si ça vous intéresse de rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est sur la construction de l'effectif. Aujourd'hui, en fait, il bénéficie vraiment de cette armada financière qu'ont les clubs de Première Ligue, parce que il a un effectif qui est extrêmement riche. Tous les postes sont quasiment doublés avec des joueurs de qualité à chaque fois, et le moindre changement apporte une plus-value aujourd'hui au club. On peut peut-être faire une description d'effectif un peu rapide. Ouais, et puis mais tu vois, manne financière, rappelez-vous que je crois que c'est en 2019 où ils achètent à l'heure. C'est un flop complet, alors que franchement, pour le coup, j'étais le premier à vraiment. Alors, moi, personnellement, à West Ham, j'ai pas trouvé que c'était un flop complet, moi non plus. J'ai pas trouvé que c'était un flop, et j'ai pas compris pourquoi il est parti à l'Ajax. Maintenant, je comprends mieux. Mais moi, sur le moment, je trouvais qu'à l'heure, c'était pas si mal à West Ham. Mais flop, il marque pas de ouf, hein. Il marque pas de 14 ouf dans le buts en jeu. 2 saisons. 14-15 buts en 2 saisons, c'est pas sachant ouf. qu'il y a une saison avec le Covid, tu vois, pour ce qu'il arrive à faire avec l'Ajax et même ce qu'il faisait avant. Je suis pas d'accord avec toi, Alex. D'accord. Non, mais juste pour dire qu'il y a du déchet dans les investissements. Mais par contre, Lanzini, Fornals qui a toujours déçu. Ouais, bah pourtant tu viens de citer 2 joueurs qui jouent énormément cette année. Cette saison, et tu vois, on parlait de Benrahma et Bowen qui sont 2 bonnes pioches. Tu vois, c'est des mecs qui étaient en Championship. Là, pour le coup, je peux pas répondre. Je sais pas si c'est une idée de David Moyes ou s'il y a effectivement un mec qui a eu du flair. Mais bon, Benrahma, c'est une touche plus technique, mais Bowen, c'est un mec de devoir, tu vois, et qui correspond au profil de ce qu'attend David Moyes de son équipe. Peut-être qu'on peut se faire l'équipe type rapidement, coup, si tu veux. Est-ce que Flo, tu voulais rajouter peut-être des trucs sur les caractéristiques du jeu de Moyes avant qu'on aille sur l'effectif? Sur les caractéristiques, c'est une équipe, on l'a dit, qui était assez russe, très dans l'engagement physique, dans une défense rigoureuse qui marque beaucoup sur coup de pied arrêté. Mais mine de rien, malgré cette petite possession, c'est la 4ème attaque de Première Ligue aujourd'hui avec 49 buts. Avec une défense moyenne, solide, mais on pourrait avoir tendance à penser que c'est la défense qui prend le pas sur l'attaque, et chez eux non, c'est vraiment une attaque qui marque beaucoup. Par contre, on a ce côté possession. Je crois qu'aujourd'hui, sur toutes les équipes en quart de finale, c'est celle qui a le moins de possession de toutes les équipes qualifiées. Finissons-en avec ce culte de la possession. Non, moi je suis chaud qu'on passe un peu à l'effectif, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Il me semble que Bowen et Benrahma, c'est des idées de Moyes, parce que Moyes historiquement est connu pour aller lorgner et piocher en Championship. Ouais. Donc ça m'étonnerait pas que ça vienne de lui, parce qu'il faisait déjà un peu ça à Everton, où il regarde beaucoup l'étage inférieur. À Hull pour Bowen et Brentford pour Benrahma.
Bon après Benrahma c'est entre guillemets, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'être un analyste premier du Championship pour savoir. Il met du temps à s'adapter. Hein. Ouais, la première saison. La première saison. Mais je veux dire quand il arrive à West Ham, il y avait une dizaine de clubs de première ligue qui étaient sur lui. Ouais. On passe un petit peu à cet effectif-là justement qui a un mix de joueurs de devoir et de joueurs talentueux. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de devoir. Il y a beaucoup de joueurs de devoir, mais il y a un autre truc aussi, c'est que Moyes effectivement, là son retour et surtout sa deuxième saison, il a enfin pu construire son effectif avec des joueurs qui voulaient redonner de la confiance à des joueurs qui étaient en échec et surtout faire partie des joueurs qui étaient en échec et qui avaient coûté cher. Alors Alers, échec ou pas, il est parti, mais il y a eu Felipe Anderson qui est aujourd'hui cardinal à la Lazio mais qui a eu beaucoup de mal avec qui la est jamais arrivé. Ouais. Voilà, Snodgrass, Wilshere sont partis, Sanchez, Reed aussi est parti au milieu, donc ça fait beaucoup de joueurs qui sont partis et qui ont laissé la place pour que d'autres se développent. Mark Noble par exemple. Qui est toujours là. Ouais. Non mais et c'est vrai que c'est un coach, on en parle souvent dans nos épisodes de Poteau Carré, un peu les différences entre les tacticiens et les managers d'hommes. Lui c'est vraiment ça, il a réussi à redonner confiance à un nombre de joueurs. Honnêtement moi j'ai le souvenir que Antonio il y a 2 saisons, on savait plus s'il était latéral ou ailier, le mec était complètement au placard, là maintenant ça devient un œuf redoutable. Bowen on l'attendait certainement pas à ce niveau là, moi je le connaissais un petit peu parce que je regarde de temps en temps la Championship. Benrahma on s'y attendait. Souček au milieu, c'est une super pioche. Non, mais surtout, voilà, c'est le milieu qui est monstrueux. T'as Declan Rice et Souček, les deux ont joué le même nombre de minutes et je crois qu'ils ont joué tous les matchs. Ils n'ont pas raté un match. Rice, l'année prochaine, il est parti, c'est sûr, avec un chèque à 80 millions. Enfin, c'est un milieu qui est monstrueux. Souček, rappelez-vous, quand on avait fait les previews pour l'Euro, je sais plus qui était le. C'était un gars de Café Crème Sport. Avec un jeu très fluide, très sans fioriture, tu vois, et vraiment qui en plus qui marque quoi. Je vous fais l'équipe type vite fait. C'est rapide, je me suis basé sur les minutes disputées, donc c'est vraiment les mecs qui ont joué le plus. Mais t'as Fabianski dans les buts, donc ce sera Areola face à Lyon parce que y a un turnover en Europa League. Cresswell à gauche, Zouma, Dawson dans l'axe. Zouma c'est pareil, on pourra en parler sur le choix de Moyes de l'avoir fait jouer après l'affaire du chat pour le critiquer aussi derrière. Johnson à droite, qui est en concurrence avec Koufal. Rice, Souček au milieu. Fornals ou Lanzini en 10. Benrahma, Bowen et Antonio dans l'axe. En fait, il a un groupe qui est assez restreint. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui participent, mais quand on regarde la répartition des minutes de l'effectif, on est en gros à 13-14 joueurs qui sont vraiment récurrents et avec effectivement des changements de système, mais il a concerné ces mecs-là et il ira au bout avec ces mecs-là. Alors, peut-être la chance de West Ham cette année aussi, peut-être du coup de pas être gagné par les blessures. Mais du coup c'était un peu plus dur. C'est 2021. Ils font la, je crois, 3 ou 4e meilleure performance de Première Ligue cette année. Là, la série en cours, elle est plus compliquée. Moi, je me suis beaucoup inquiété pour West Ham en début de saison. Quand j'ai vu que Ogbonna s'était blessé, parce qu'Ogbonna c'était le pilier de la défense depuis plusieurs saisons. Il s'est pété les croisés. Donc c'était contre vous, non? Contre Liverpool. Oui, c'était dans le match qui gagne 3-2. Dawson rentré. Dans le match qui gagne 3-2. Et là, je me dis, oh putain, c'est vrai qu'ils ont Craig Dawson qui rentre. West Ham, c'est ce club. À chaque fois, ils font un recrutement sexy, mais à chaque fois, t'as toujours les mêmes mecs qui finissent par être titulaires. Ouais. Les Masuaku, les Dawson, les Noble, Antonio, les Noble. Tu te dis, il y a mieux. Et finalement, ces mecs-là continuent à jouer. C'est une équipe de Blaise Matuidi. C'est ça. Mais tu vois, encore chez Koukouyaté est parti. Encore chez Koukouyaté. Mais tu vois, c'est très intéressant le recrutement parce que tu parlais de Ben Johnson qui va être acheté définitivement cet été, qui est un latéral écossais qui est excellent depuis le début de saison. Alors que l'année dernière, Koufal, qui était le latéral droit tchèque, était un des tout meilleurs latéraux droits de Première Ligue. Il paraissait indiscutable. Et au final, aujourd'hui, il y a un vrai partage du temps de jeu, voire Ben Johnson a plutôt pris. Il a plus joué, à 200 minutes près, si tu veux tout savoir. Non, mais donc du coup, on voit qu'on a un effectif super éclectique, avec, comme tu le disais, des mecs, des revanchards qui laissent jamais leur place à personne. Le risque, c'est que ça commence à tirer un peu sur les pattes, parce que là, en 2022, ça commence à avoir des moins bons résultats, parce que le groupe est extrêmement restreint. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut espérer pour West Ham en cette fin de saison-là ? Est-ce qu'ils peuvent sérieusement viser l'Europe, quitte à l'Europa League, on verra ce qui se passe avec Lyon, mais est-ce qu'ils peuvent en championnat aller chercher pour la première fois du coup une place européenne en championnat sans passer par la Cup ? Vous y croyez ou pas du tout ? Moi, ça me paraît compliqué parce que les gros de devant ont des effectifs encore plus pléthoriques que West Ham. Par contre, si je dois me projeter un petit peu plus sur l'avenir, West Ham a réussi à prendre le tournant économique de la Première Ligue. C'est-à-dire que depuis que la Première Ligue a vendu ses droits TV internationaux très très cher, West Ham a réussi à se maintenir en Première Ligue. Donc ils bénéficient et ils vont bénéficier dans les prochaines années à venir de cette manne financière qui est toujours aussi importante. Si on rajoute à ça en plus le fait qu'ils aient finalement réussi à déménager dans ce nouveau stade et que finalement c'est quelque chose qui commence à être digéré par les supporters, c'est encore un argument supplémentaire en termes de rentrée d'argent, je veux dire.
Et si on rajoute à ça le centre de formation qu'on a très peu évoqué quand même, mais il y a quand même des joueurs exceptionnels qui sont sortis du centre de formation de West Ham, Frank Lampard, Joe Cole, Rio Ferdinand, plus avant encore la légende du club qui était Bobby Moore. Pour revenir à ce que tu disais au tout début de l'émission, on a aussi assez peu évoqué le fait qu'en plus ils sont aussi très forts pour polir des joueurs qui sortent un peu en post-formation. Voilà, ils en ont fait pas mal, je trouve. Declan Rice, que j'ai pas cité encore, mais voilà. Et dernier point que je voulais rajouter, enfin 2 derniers points, il y a évidemment cet investissement financier avec notre ami Kretinsky, on va voir ce que ça va donner. Et un ami de Jean Kulowski. Oui. et un dernier point qu'on n'a pas du tout évoqué sur la direction sportive, ils ont recruté cet été Rob Newman, qui était l'ancien directeur du recrutement du groupe City. C'est ça que je demandais tout à l'heure. Du City Football Group. Oui, t'as demandé, mais comme vous êtes parti en couille, j'ai préféré le garder pour la fin. T'as bien fait, t'as bien. Rob Newman, qui était donc directeur du recrutement du City Football Group, qui était recruteur depuis une dizaine d'années et qui est véritablement une vraie pointure dans son métier. Donc à voir où est-ce qu'ils vont s'orienter, mais si en plus de ça ils arrivent à mettre en place une cellule de recrutement, plus le centre de formation, plus le stade, plus un investisseur. Ouais, donc toi cette saison moyen, mais à moyen long terme, ça peut t'intéresser. Cette saison, je ne sais pas, mais je pense que en tout cas, c'est un club qui va se maintenir comme étant un des vrais grands clubs de première ligue dans les prochaines années, ou en tout cas un club référéncé. Ça va être un poil à gratter qui va venir jouer on va dire entre la 5e et la 8-9e place. Ils réussiront à se maintenir dans cette partie de tableau. Le sub-top. Alors après, tu disais les gros de devant et tout, ça enchaîne bien et machin. Si je dis pas de conneries, en première ligue, je pense que 7e place, t'es en Conférence League. Ouais, quand je parlais de l'Europe, tu vois, pour l'instant, ils sont 7e et derrière, il n'y a pas de grand monde qui toque à la porte. La 6e peut-être Europa League même déjà. Ouais. La 6e déjà Europa League, donc ils peuvent. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. En Europa League, sur la fin de saison, c'est le truc qui était marrant avec West Ham, c'est qu'au-delà du succès de cette saison, qui était dans la lignée d'ailleurs de la saison précédente où ils avaient fini 6e et je crois qu'ils finissent qu'à 3 points la saison dernière de la Ligue des Champions. Quand j'ai dit la première fois qu'ils vont se qualifier par le classement. Non, ils étaient pas loin la saison dernière. Cette saison, ils sont pas loin aussi. Je pense que ça va pas le faire. Par contre, cette saison, ils avaient fait un premier tiers de saison jusqu'en novembre où ils avaient eu des victoires ultra prestigieuses. Ils avaient battu Liverpool 3-2 chez eux, c'était magnifique. Ils avaient battu Tottenham et Chelsea. Ils ont quand même en League Cup, ils se sont fait sortir en quart par Tottenham, mais ils avaient quand même sorti les 2 Manchester dans 2 tours consécutifs. Avec un grand Alphonse. Avec un grand Alphonse sur une séance de tir au but contre City. Maintenant, cette saison, je pense qu'ils vont rester à peu près là, c'est-à-dire qualification par le championnat en Europa League ou peut-être en Conference League, mais je les vois bien rester. Par contre, en Europa League cette saison, je pense que Lyon va les sortir. Je trouve que c'est une équipe. Déjà, les Anglais ont quand même assez souvent du mal à se motiver pour les compétitions autres que la Ligue des Champions en Europe. Et je pense que Lyon est une équipe cette année qui est une équipe plus de coupe européenne. Et je les vois, ils ont que ça à jouer, Lyon, franchement. Alors que West Ham a tout à jouer en championnat. Donc je vois Lyon sortir. Okay. Et sur le moyen long terme, t'es d'accord avec Val? Tu penses que ça peut être intéressant dans les 7-8 années qui viennent, avec vu comment ça s'organise? Ouais, avec plus de budget. Quand on voit ce que fait Leicester depuis leur titre de champion, c'est ultra intéressant. Eux, ils vont avoir beaucoup plus de budget. Ça peut être très intéressant à voir. Maintenant, le côté londonien, le côté dirigeants qui peuvent faire un peu n'importe quoi, c'est toujours quelque chose qui me fait un peu peur. Ils ont l'air équilibrés de ces dirigeants, il n'y a aucune raison qu'ils fassent n'importe quoi. Alex, toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Tout va dépendre de Kretinsky en fait, parce que si le mec décide de mettre la main au portefeuille, que Moyes a un peu la main sur le recrutement, en vrai, il n'y a pas de raison pour que ça perdure pas. Le contexte fait que on peut être un peu dubitatif vis-à-vis de ça, mais pour moi, Flo a cité le club sur lequel ils doivent se baser, c'est Leicester. Ils doivent être le Leicester de la première ligue, le poil à gratter, comme vous l'avez dit. Ils doivent être l'autre Leicester de la première ligue. Ouais, exactement. Mais Leicester est en train de certainement, il y a peut-être un swap de position. Tu vois, bon, je pense pas qu'ils pourront aller chercher un titre dans les années à venir, mais en tout cas, ça doit être leur modèle. Ok. Très bien. Après, juste sur Kretinsky, même s'il met pas d'argent à la poche, le petit David Sullivan, il a quand même 1,2 milliard de fortune, je crois, donc il a un petit bagage financier aussi. Oui, bon, ça va. Non, mais c'est surtout qu'il a claqué, mais pas de fou, quoi. Genre, il a les 100 millions il y a 2 ans sur le mercato, c'était lui quand même. Bref, tout ça pour dire qu'il a une manne financière. Il y avait une très belle saison cinématographique à l'époque. C'est parmi, il a fait un beau chiffre. C'était avant le streaming, ça. Bon les gars, vous avez rien d'autre à rajouter sur West Ham? On est pas mal. On ferme là-dessus. Ça mérite des bulles. Merci à vous. Comme d'hab, du coup, notre projet, évidemment, sur ce sujet-là et tous les autres de Poteau Carré, c'est de mettre en lumière des équipes qu'on kiffe, qui marchent plutôt bien, et surtout vous apprendre des choses et vous donner envie de les regarder. Donc j'espère que c'est réussi pour cet épisode-là. Et autour de moi, j'ai 3 potes qui veulent vous apprendre encore plus de trucs. Val, on parlait de West Ham, et toi, tu vas y revenir un petit peu, et revenir surtout sur leur hymne, le Forever Blowing Bubbles.
Ouais, parce que pendant la dernière émission de Poteau Carré, j'avais fait une chronique sur le manque de culture foot au PSG. Ah bon? Ou en tout cas sur le manque de culture qu'essaie de transmettre le club et qui est pas selon moi en adéquation avec l'histoire du club. Et c'est marrant parce qu'il y a un point que j'ai pas évoqué dans ma chronique et qui fait pourtant partie de la culture du PSG, c'est la musique d'entrée des joueurs qui est Who Said I Would de Phil Collins. C'est quelque chose qu'on identifie tout de suite quand on parle du PSG. Et ben ça tombe bien parce que voilà, j'avais pas prévu ce qu'il chante comme ça, mais ça tombe bien parce que c'est quelque chose avec lequel il y a des similarités avec le club de West Ham, puisque eux aussi ont depuis plus d'un siècle une chanson qui accompagne les joueurs à leur sortie des vestiaires. Et à West Ham, cette chanson elle s'appelle Forever Blowing Bubbles, et je vais vous raconter comment cette chanson a été adoptée par les fans des Hammers. Alors évidemment, on est en 1919, l'information ne circule pas aussi facilement qu'aujourd'hui, et donc le nombre de légendes sur l'appropriation par les fans de cette chanson est assez élevé, mais les historiens du club se sont mis d'accord sur une légende officielle que je vais tenter de vous raconter. Pour ça, je vais t'emprunter ta petite DeLorean, Flo, et puis on va remonter le temps jusqu'en 1919, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est ce que j'allais dire, tu voles la chronique de Flo. Je te la prête. De toute façon, il aura tout perdu en ce mois de mars. tout. Donc de l'autre côté de l'Atlantique en 1919, dans les théâtres de Broadway, l'une des artères principales de Manhattan, fleurissent les premières comédies musicales à succès. Cette année-là, dans son show The Passing Show of 1918, une certaine Helen Carrington introduit une chanson nommée Forever Blowing Bubbles. À ce moment-là, la chanson est née et le succès ne manque pas. Rapidement, la comédie musicale s'exporte jusqu'en Europe et sur les bords de la Tamise. Mais alors, comment les fans des Hammers se sont appropriés cette chanson ? Eh bien, avant de continuer mon histoire, Flo, je vais remettre un petit coup de DeLorean, un petit détour temporel de nouveau. On remonte jusqu'en 1886, année où le peintre anglais mondialement reconnu Sir John Everett Millais dessine le portrait d'un petit garçon soufflant une bulle. Ce tableau, qui aura une résonance planétaire et qui servira à la suite à des pubs, est appelé Bubbles. Aparté fait, on peut revenir donc au début des années 1920. À cette époque, les premiers grands clubs de foot se développent et des compétitions amateurs se créent. En 1920, dans l'Est londonien est organisé un tournoi regroupant plusieurs équipes scolaires, parmi elles l'équipe de Park School, où joue un certain Billy Murray. Pendant le tournoi, Billy Murray va régaler le public en étant le meilleur joueur de la compétition, et évidemment le hasard fait bien les choses, puisqu'il faut savoir que ce Billy Murray avait une particularité physique. Il ressemblait à 2 gouttes d'eau au petit garçon peint par Millet sur son tableau Bubbles. C'est d'ailleurs de là que le jeune Murray tenait son surnom Billy Bubbles Murray. Et pour féliciter les performances de son joueur, le président de la Park School, un certain Cornelius Bill, se mit alors à chanter le tube du moment en Angleterre, Forever Blowing Bubbles. Sauf qu'était présent au stade ce jour-là un ami de Cornelius Bill, un certain Charlie Painter, dont on n'a pas parlé, on n'a pas évoqué le nom, mais Charlie Painter va devenir quelques années après l'un des grands managers de l'histoire de West Ham. Et après avoir entendu cette chanson dans un stade, Charlie Painter, qui était lui-même très fan de musique, va convoquer un orchestre avec lequel il va retravailler cette chanson pour qu'elle soit adaptée à un chant de stade. Il va ensuite faire venir une fanfare au Bowling Ground, ou Upton Park, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est donc le stade de West Ham et qui reprendra ce nouvel hymne. Et comme le temps fait bien les choses, Forever Blowing Bubbles va progressivement devenir le nouvel hymne du club. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant chaque début de match, les supporters des Hammers entonnent ce chant en même temps que sont soufflées des bulles sur le terrain, ce qui donne souvent de très belles images et qui fait surtout de West Ham un club avec une culture et une histoire très forte. Très cool, très intéressant, j'étais pas du tout au courant. On se la met parce que j'ai toujours ça met des petits frissons de mettre cette chanson là avec tout le stade qui la chante. Jules, toi qui as eu la chance comme moi de l'écouter en vrai, c'est un moment qui est juste barge en fait. C'est incroyable, mais après je sais pas si, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ça, mais ça se trouve c'est complètement faux. J'ai l'impression que les fans de West Ham maintenant sont très forts pour les chants. Donc ils font plein de chants, etc. On l'a West vu Ham avec en particulier ou les chants anglais, parce que les chants anglais en général, mais genre West Ham ils sont très bons. C'est peut-être con. Je me souviens du chant sur Payet. Ouais, c'est ça qui était incroyable. Là, il y a eu celui sur Zuma avec le chat qui était pas mal aussi. Est-ce que vous vous souvenez de celui sur Diego Costa ? Avec le chien là, où il l'appelle non, c'est pas quand il dit il a une tête horrible ou je sais pas quoi. The Elephant Man. Ah oui, The Elephant Man. Ah oui. Celui-là pour le coup, il a tourné dans plusieurs stades après. Non mais il y a des vidéos sur YouTube qui sont monstrueuses de supporters anglais. Ils ont une autodérision et une capacité à rire de tout. Ils sont très forts ces Britanniques en chant. Malheureusement, ça me fait chier de le dire.
Juste pour Phil Collins, sur la version du PSG, rappelle que pour confirmer les dires de Val qu'elle a failli être supprimée cette année. DJ Snake, Que Ils l'ont remplacé pendant 2 matchs l'été pensant que ça passerait. Ouais, Ils ont pris un retour de karma. Que c'est DJ Snake qui a dû dire lui-même je Oui. ne veux pas que ça change, et dire aussi que c'est un live de Phil Collins et qu'en fait la version originale de la chanson correspond pas à ce qu'on Non. entend au stade et qu'il y a en fait dans un sens qu'au parc on peut l'écouter. Eh ben, Eh ça ben, vaut le écoute. coup d'être né au 18e siècle. Hein. Il en sait des choses. On en Il a est des à Phil Collins anecdotes. en ce moment, je vous assure qu'il passera pas, qu'il fera pas long feu. Hein. Il est dans mon écroloto. Bon, ça vaudra jamais, ça vaudra jamais, ça vaudra jamais Dépêche Mode au Roison. Alex, toi, pour revenir à des sujets plus sérieux ou plus tristes d'ailleurs au choix, tu vas nous parler de la réforme du fair play financier et comme toutes les réformes, elle profite à certains et ce sont souvent les mêmes qui en profitent. le PSG. Pas que. Mais la chronique commence comme ça évidemment parce que c'est une injustice, ou du moins c'est comme ça qu'elle a été qualifiée par le PSG quand le club a voulu se faire une place dans le gratin européen. Et heureusement pour eux, elle est désormais corrigée. On va voir si ça porte ses fruits. Le fair play financier, petit rappel historique, ça a été instauré évidemment par le grand Michel Platini en 2011 et elle va changer de formule à partir du 7 avril selon des infos du journal L'Équipe avec un Encore là, tu sais, le fair play financier, c'est un truc qui existe qui a duré 3 ans. si, Ouais, ça fait 2 ans qu'on est en quoi qu'il en coûte, même dans le foot. Et avec un assouplissement notable pour les clubs qu'on appelle les nouveaux riches. Alors, on n'arrête pas de répéter ici que le foot vit des heures décisives quant à son avenir, et je trouvais intéressant de vous expliquer rapidement ce qui se passe du côté de l'UEFA et ce qu'il compte faire pour l'évolution du football. Petit rappel des faits, le fair play financier, c'est assez simple à comprendre. Un club engagé en Coupe d'Europe ne peut pas dépenser plus que les revenus qu'il génère, comme la billetterie, les transferts, la vente de produits dérivés ou le sponsoring. Le souhait de Michel Platini, il était assez clair. Limiter l'endettement des gros clubs et éviter un bouleversement de l'échiquier européen des clubs avec un nouvel investisseur qui arrive et qui claque des millions pour faire monter son club, un peu comme le 50+1 en Allemagne. Dans le cas du PSG ou de City par exemple, impossible sur le papier de dépenser 200 millions d'euros pour un joueur si le club n'a pas généré une telle somme sur je crois que c'était les 3 saisons précédentes. Seulement problème, évidemment, les parades étaient nombreuses. Il y a eu la manière discrète avec le PSG qui s'est contenté de faire entrer de nouveaux sponsors afin d'injecter de l'argent dans les caisses, ou la manière de... Et vous verriez Flo, il est complètement en roue libre, il est dans le fond de son canapé. Mais ce qui est grave, c'est qu'au fur et à mesure de l'émission, plus on parlait du PSG, plus il s'est affalé dans le canapé. Il est en roue libre depuis tout à l'heure. Il y a juste s'il prononce le doux mot de Neymar ou je vais me redresser. Non, je te ferai pas cet affront, Je vais te faire t'inquiète pas. Will Smith. Où il y a eu la manière brutale avec Manchester City qui eux ont été carrément exclus de la Coupe d'Europe et qui ont saisi le tribunal arbitral du sport pour faire sauter la condamnation à coups de millions d'euros dépensés aux frais d'avocat. Résultat, les deux ont eu gain de cause et ont pu dépenser comme ils le souhaitaient, mais Michel Platini avait prévenu, ce système n'est pas parfait. Il aurait peut-être dû préciser qu'en adoptant un tel système, il se mettait à dos une bonne partie du foot européen. Alors on peut critiquer le fair play financier, on a l'impression que, comme le disait Jules, c'est un système qui date de Mathusalem et qu'il n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Il n'empêche qu'à sa mise en application en 2011, les clubs cumulaient 1,7 milliard d'euros de pertes pour pas aujourd'hui mais en 2018 un gain cumulé de 140 millions. Pourtant, il y a deux éléments qui ont eu raison du fair play financier. Le premier, c'est évidemment le Covid. Comment dépenser l'argent qu'on n'a pas? Avec le meilleur exemple, c'est le Barça qui a éclaté en plein vol avec une gestion catastrophique, mais aussi avec une revenu de billetterie égale à 0. Et le deuxième, plus subtil, c'est la naissance de la Super League. J'en avais parlé dans un avis, mais il y a un dirigeant qui a particulièrement bien manigancé son coup, c'est Nasser El Khelaifi, le président du PSG et de l'ECA. Qu'est-ce que l'ECA, Flo? C'est l'association des grands clubs, mais je sais même pas pourquoi Nasser y est du coup. J'ai pas compris le lien de cause à effet là-dedans. En s'opposant à la Super League et en prenant la posture de défenseur du football populaire, il a tout simplement pris le contrôle du football européen et toutes les décisions sont désormais prises à Doha. J'en veux pour preuve Gianni Infantino, président de l'UEFA, qui réside là-bas, plus ou moins aux frais de l'émir, et qui sert le plus l'assouplissement du fair play financier, si ce n'est le PSG, Manchester City ou des clubs comme Newcastle. Pour terminer, je voulais vous redire à travers cet avis que les décisions prises par les dirigeants du foot ne vont jamais dans le sens du football qu'on aime, évidemment, mais bien dans le sens de l'argent, que cette décision d'alléger le fair play financier n'est qu'une parade de politiciens ringards pour se mettre dans la poche des électeurs puissants, et qu'en aucun cas, les décisions qui sont prises aujourd'hui ne serviront le football de demain. Putain, ça dénonce.
Val, tu voulais dire un truc? Non, c'est un sujet qu'on a qu'on avait pas mal évoqué avec Pierre Rondeau la dernière fois dans notre épisode de la Grande Surface. Et je vous invite déjà à aller suivre Pierre Rondeau sur Twitter parce que il débriefe pas mal justement de la nouvelle formule du fair play financier. Et il fait beaucoup mieux le monologue d'Otis que Marlène Schiappa. C'est vrai. allez voir notre Twitter si vous voulez comprendre cette blague. Mais au-delà de ça, allez écouter surtout l'émission qu'on a faite avec lui parce qu'elle est vraiment très intéressante et on parle pas que du fair play financier, on parle de plein d'autres choses qui pourraient améliorer le football français, la taxe Couberto-Bin, la société commerciale si vous voulez en entendre parler. D'autant qu'en ce moment la société commerciale commence à devenir un sujet très fort dans Ligue 1 et on en parle dans ce sujet-là. En tout cas, merci Alex, t'as raison. Ah bah les riches. Non, les nouveaux riches. Pas que les nouveaux riches, parce que voir le Barça dépenser des quelqu'un milliards veut réagir sur la chronique d'Alex? C'est inquiétant ce qui se passe avec le fair play financier, le fait qu'on ouvre de plus en plus les vannes aux gros capitaux comme ça. Le fait d'ouvrir les vannes aux gros capitaux comme ça, c'est un vrai problème. Le fair play financier avait cette limite c'était quand même un statu quo pour les gros clubs et c'est pour ça que les gros clubs l'avaient aussi validé, c'est qu'il n'y avait pas d'entrée de nouveaux arrivants riches. Ce qu'il faut faire, c'est permettre à ces nouveaux arrivants d'investir et d'arriver dans le football européen et de chambouler aussi l'ordre établi, on va dire. Mais il faut absolument les encadrer et le problème c'est que j'ai très peur de ce qui va se passer dans les années à venir. C'est ça, on risque d'avoir de plus en plus de bulles. Si c'est pour se retrouver avec des Parmes ou des La Corogne qui font des faillites au bout de 3 ans. C'est ça le problème, c'est ces investisseurs complètement dérégulés du marché quoi. Il y a plein qui fonctionnent. Moi je voulais juste dire que la réponse n'était pas la bonne à travers ce. Oui c'est ça. Et puis on parle même pas des problèmes d'éthique. On prend le risque de voir des clubs historiques qui éclatent en vol et qui meurent. Et en fait c'est les supporters qui en payent les pots cassés alors que les investisseurs, vous inquiétez pas, qu'ils vont retrouver de quoi faire juste après. Toi Flo, pour se remettre un petit peu la tête dans ce mois de mars qui était bien long comme il faut, tu vas nous faire ton petit rétro qui commence à devenir un classique. Et on commence en ce 2 mars alors que Gerhard Schröder se voit retirer son statut de membre d'honneur du Borussia Dortmund en raison de ses liens avec de grandes entreprises étatiques russes. La FIF Pro annonce pour la première fois la mort de 2 joueurs ukrainiens dans la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Et puisque c'est en temps de guerre qu'on voit la véritable face de certains pays, on y retiendra sans le moindre étonnement que la Chine décide de ne plus diffuser la Première Ligue en soutien à son allié russe alors que des manifestations en faveur de l'Ukraine étaient prévues sur les pelouses anglaises. Dans le même temps, la Russie coupe également l'accès à un championnat et plus particulièrement la Ligue 1 dans son pays, mais quelque chose me dit que l'impact sera plus léger pour les fans de foot russes. Normal puisque de son côté, les clubs français se mobilisent pour les Ukrainiens, l'OL reverse 50 000 € à l'UNICEF, Jean-Pierre Caillot, président de Reims, organise l'envoi via sa société de transport de denrées de première nécessité, ou encore Keylor Navas qui accueille chez lui une trentaine de réfugiés. Tout l'inverse bien évidemment des super fans de Chelsea en ce samedi 5 mars qui scandent le nom de leur propriétaire controversé et proche de Vladimir Poutine, Roman Abramovich, durant la minute d'hommage au peuple ukrainien. Toujours du côté de la perfide Albion, le lendemain, et cette fois-ci les questions de football, Manchester se fait à nouveau souiller par un rival. Après le 5-0 encaissé à Old Trafford contre Liverpool en octobre, c'est cette fois-ci une défaite 4-1 sur la pelouse de Manchester City. Alors évidemment, on revient au conflit russo-ukrainien qui pousse la fédération ukrainienne à déchoir l'ancien capitaine Anatoly Timochuk de ses 144 sélections face à son pesant silence sur le conflit lui qui vit désormais en Russie. Sur un ton bien plus léger mais toujours lié à la guerre, on apprend ce 3 mars que se prépare une série sur la vie de Kevin Prince Boateng, le trou produit par un tout autre style de soldat, Sylvester Stallone. S'il aurait pu lui aussi choisir la télé ou le cinéma, Clément Grenier décide finalement de rester dans le football pour le coup, en retrouvant un contrat du côté de Majorque, une destination que n'aurait probablement pas renié Boateng justement. Mercredi 9 mars, pas peu fier d'avoir déjà 2 remontadas historiques à son palmarès, le PSG se tire à nouveau une balle dans le pied face au Real, en s'écroulant en moins de 20 minutes. 3e honte en Mondovision en 6 ans. Un fiasco pas digéré par les supporters qui reçoivent les joueurs parisiens comme il se doit au parc 4 jours plus tard, ciblant particulièrement les 2 pseudo-leaders de cette équipe, Neymar et Léo Messi. Si le PSG doit rebattre toutes les cartes dans son projet sportif, dommage que le vétéran militaire Félix Magath ne soit plus libre, lui qui vient de s'engager au Hertha pour une mission de sauvetage. En ce 16 mars, si Neymar se fout toujours tout aussi bien de la gueule du PSG, il reste un élève face au maître Gianni Infantino qui se félicite de son côté des progrès du Qatar en termes des droits des travailleurs. 22 mars, on reste dans le foutage de gueule mais on décolle cette fois-ci pour l'Argentine, où Dario Benedetto, souffrant et absent pour le Super Classico face à River Plate, est pourtant filmé quelques heures après la rencontre en train de danser pour célébrer l'anniversaire de Marcos Rojo. Alors que l'équipe de France se rassemble ce mardi 22 mars, Kylian Mbappé jette un pavé dans la mare, refusant de participer aux opérations avec les sponsors des Bleus, qu'il estime peu éthiques et pas en corrélation avec ses valeurs et ses engagements. Jeudi 24 mars, début des barrages pour la Coupe du Monde en zone Europe, et tremblement de terre d'entrée, alors que la petite Macédoine du Nord élimine l'Italie au bout du temps additionnel.
L'Italie qui manquera une deuxième Coupe du Monde consécutive, et on note donc le super mois de mars pour Donnarumma et Verratti. Malgré cela, les Macédoniens s'arrêteront lors de leur beau parcours face au Portugal au tour suivant. Mais c'est surtout de l'autre côté de la Méditerranée, dans un remake parfait de la finale de la CAN, que le Sénégal vient encore un bout de l'Égypte au tir au but, mais on notera surtout l'élimination de l'Algérie au bout d'un scénario dingue, voyant le Cameroun lui ravir sa qualification dans les derniers instants de la prolongation. De son côté, le voisin marocain se qualifie sans peine pour une nouvelle qualification avec coach Vahid Halilovic, qui devient par ailleurs le premier coach à qualifier 4 pays différents pour la Coupe du Monde, lui qui n'a pourtant disputé qu'une seule fois la compétition. 30 mars, enfin, un record historique de spectateurs pour un match de foot féminin avec plus de 91 000 coulées pour un Barça Real au Camp Nou en championnat espagnol remporté 5-2 par les Blaugrana. Et enfin, puisque le mois d'avril sera marqué par des élections présidentielles, ce 31 mars voit la sortie de La République du foot de Jean-Baptiste Guégan et Clément Parnier aux éditions Amphora, un livre qui pourra peut-être influer sur vos choix de vote pour le 10 avril prochain. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci à tous de nous suivre, d'en parler autour de vous, de partager nos contenus. On a été un peu calme ces derniers temps, notamment parce que notre moteur de Marc Aznar a pris des petites vacances bien méritées. Mais promis, on revient vous abreuver de nouveaux formats très vite. Profitez bien du printemps, profitez de vos proches, vive le foot et vive le vie.